Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se voit pour le dernier jour de la semaine pour corriger les derniers exercices de la section. Alors, on va commencer sans plus tarder. Peut-être un très bref rappel du cours. Nous avons vu dans ce cours ce que le sens d'un volume, d'accord? Donc, je rappelle rapidement. Alors, le volume ici, il faut retenir que c'est la mesure de l'espace qui l'occupe, donc là, le volume d'un solide. Ensuite, nous avons vu le volume d'un prisme en particulier. Alors, deux façons de faire, soit nous avons un cube unité, et à partir de là, on va exprimer le volume du prisme en cube unité, donc l'unité c'est cube unité. Et voilà, ou sinon on va l'exprimer avec l'unité adéquate, c'est-à-dire que si on considère la longueur, la largeur et la hauteur par exemple en centimètres, on donnera un volume en centimètres cubes. Si par exemple longueur, largeur et hauteur sont en mètres, on aura un volume en mètres cubes. Donc la formule pour le calcul du volume, c'est 3 dimensions, volume d'un solide. Donc les 3 dimensions sont longueur, largeur et hauteur. On fait le produit de ces 3 paramètres-là. Donc longueur fois largeur fois hauteur. Je rappelle rapidement que une façon de retenir que c'est un calcul de volume, si vous faites attention, les deux premières, longueur fois largeur, c'est comme la formule pour calculer l'aire d'une surface. Donc à ce moment-là, c'est une autre façon de voir votre volume. Dans le fond, votre volume, d'où il vient, c'est comme si vous prenez une surface et puis ça fait comme si vous voulez, comme un étage ou comme une plaque, et vous répétez la plaque l'une sur l'autre. C'est-à-dire vous prenez une autre plaque, vous la rajoutez, puis une autre identique à la première, jusqu'à tout le long sur une certaine hauteur, troisième dimension, et puis ça vous fait votre figure ou votre objet ou votre polyèdre en volume, donc en 3 dimensions, d'accord? Donc ou alors vous prenez la plaque d'en bas, vous faites plusieurs étages et là vous obtenez un objet à 3 dimensions qui contient un certain volume, un certain espace à l'intérieur, d'accord? Délimité par ses limites, délimité par les limites extérieures, ça veut dire par le contour de la figure. Ok, donc nous avons vu dans la dernière partie, lorsqu'on a parlé de capacité, la capacité c'est la mesure du volume qu'un récipient peut contenir. Donc dans la vie de tous les jours, on utilise plus le litre. Puis si vous faites le tableau de conversion, vous êtes capable d'exprimer très facilement ou de jongler très facilement entre les litres, décilitres, centilitres et millilitres. Donc là, on utilise donc pour le volume, soit on exprime en, si vous voulez, longueur au cube, ça veut dire centimètre cube, mètre cube, décimètre cube, kilomètre cube, etc. Soit aussi dans la vie de tous les jours, vous pouvez utiliser litres, millilitres, centilitres, décilitres, etc. Sachez qu'il existe un lien direct entre les deux et qu'on peut facilement passer de l'un à l'autre, mais ça ne fait pas partie du cadre de ce cours. Donc je ne passerai pas de temps là-dessus. Alors, si on commence tout de suite avec la correction de l'exercice 9, on vous demande de compléter les égalités. Donc là, vous avez une première ligne où on vous demande des conversions. Ensuite, on vous demande une estimation, c'est-à-dire qu'on vous demande que quel est le contenant qui correspond à tel volume. Donc, essayez d'estimer et d'avoir une idée à tel volume ou telle chose contiendrait à peu près tel volume. D'accord? C'est juste pour vous donner une idée de la capacité de chacun des objets qui est devant vous. Alors, on y va, correction. Si vous regardez ici l'exercice 9, oh, je ne sais pas ce que je voulais faire, je ne sais pas ce qui s'est passé, excusez-moi. On recommence.
Donc, si vous regardez ici, l'exercice 9, on vous demande donc de convertir, je vais faire les conversions d'un coup, après on regardera qui correspond à quoi. Si on regarde les conversions, 400 ml en litres, regardez, n'oubliez pas comment on fait, l'unité du nombre dans l'unité de mesure, donc le zéro qui se trouve à la position de l'unité dans l'unité de mesure, donc ici, puis ensuite on vous demande en litres. Donc la virgule cachée va se déplacer jusqu'au litre, alors on va aller vers la gauche, donc on divise par 10 à chaque fois qu'on change de colonne, donc une fois, deux fois, trois fois, on vient de diviser par 1000, et 400 000, il est divisé par 1000, si vous voulez, ici on met la virgule, on met le zéro caché dans la colonne des litres, donc la conversion c'est 400 ml égale 0,400 si vous voulez, qui est égal à 0,4 litres, puisqu'on a dit que tous les zéros à droite de la partie décimale n'ont aucune valeur et ne changent rien à la valeur du nombre, donc on peut les enlever, ce qui fait 0,4 litres. Donc ici 0,4 litres. Ensuite je mettrai les valeurs par la suite. On continue, 1000 millilitres, on fera les contenants après, 1000 millilitres, toujours l'unité, la position de l'unité au niveau de l'unité de mesure, donc le dernier zéro sur millilitres, on remplit le nombre, la virgule cachée est ici, on veut des litres, alors on y va, on divise par 10, on divise par 10, on divise par 10 et on s'arrête ici. Combien on a? Ben, on a 1,000, 1,0, c'est tout simplement 1, pardon. Donc 1000 millilitres est égal à 1 litre. On continue. On vous demande maintenant 125 millilitres. Alors on y va. On va mettre la position de l'unité au niveau de l'unité de volume. Donc le 5 au niveau de la colonne des millilitres. On réécrit 125. La virgule cachée est ici. On veut passer des millilitres au litre. Donc on veut déplacer la virgule cachée jusqu'au litre. Alors on va diviser par 10 une fois, deux fois, trois fois. Et la virgule cachée se met ici. Donc 125 millilitres, c'est en fait 0,125 litres. Ok? Donc si on regarde ici, oups, c'est pas ce que je voulais faire, décidément maladroite. Ok, voilà. Ok. Donc, si on regarde maintenant les réponses, voilà, pour les valeurs, on vient de le faire avec le tableau de mesure. Donc, j'ai préféré vous montrer avec la méthode de tableau de mesure. Maintenant, si vous connaissez par cœur le fait que dans un litre, j'ai 1000 millilitres, ben, vous pouvez facilement convertir ici en divisant par 1000 et en divisant aussi 125 par 1000. Rappelez-vous, quand je divise par 1000, ma virgule cachée, je décale vers la gauche de 3 rangs, tout simplement. Pareil ici, ma virgule cachée, si je divise par 1000, je décale de 3 rangs vers la gauche, ma virgule 1, 2, 3, la voici ma virgule. Pareil ici, j'ai ma virgule cachée, je divise par 1000, je divise par, c'est-à-dire je la décale de 3 rangs vers la gauche, 1, 2, 3, la voici ma virgule, elle est ici, donc 1,0 ou 1 litre. Alors, qu'est-ce qui d'après vous ici contient un demi-litre, à peu près un demi-litre, parce que dans le fond, vous cherchez quelque chose qui vaut un demi-litre, 1 litre, puis la plus petite quantité que vous avez, 0,125 litres. Donc un demi-litre, c'est la taille, entre guillemets, la capacité moyenne. Ça c'est la plus grande, ça c'est la plus petite. Si vous comparez ici, vous avez ici le plus petit contenant, donc le jus. Ici vous avez le petit jus. Là, vous avez le plus grand contenant, la grosse barquette de jus. C'est pas une barquette, c'est le gros contenant de jus, je trouve pas le terme. Et puis ici, la capacité moyenne entre les deux, qui est la gourde d'eau. Donc ici, probablement 0,4. Donc ça, c'est le plus petit. On va le retrouver ici, 0,125. Lui, c'est le plus grand, donc 1 litre, comme le jus, comme le lait, on l'avait vu dans l'exemple du cours. Donc c'est celui-ci. Et la gourde, environ un demi-litre, on le retrouve ici.
Donc soit vous raisonnez par connaissance, oh je sais que c'est à peu près un demi-litre, puis c'est à peu près un litre, ou soit vous allez avec la logique de, ben, là j'ai ma plus grande capacité, ma plus petite capacité, puis ma capacité intermédiaire, d'accord? Soit vous allez par connaissance, soit vous y allez par comparaison entre eux. Ok, alors on continue. On va y aller avec l'exercice, avec l'exercice 10. Alors on lit ensemble. Stella reçoit 9 invités. Pour le dessert, elle achète 2 pots de yaourt glacé de 750 ml chacun. Elle prévoit servir des portions de 175 ml. Donc, si on passe après, on passe aux questions, mais avant les questions. Dans les mots importants, qu'est-ce qu'on a? On a 9 invités. On a 2 pots de yaourt, 750 ml chacun, portion de 175 ml, ou 175 ml par invité, si vous voulez. La question est, aura-t-elle assez de yaourt? Donc il faut faire le calcul, de sorte que si oui elle en a assez, bah combien il en reste? Il suffit de faire une différence, puisque ce qui reste, on sait que c'est le mot qui est en lien avec la différence. Ce qui reste, ça veut dire ce que j'avais au début, moins ce que j'ai donné. Alors ce qui me reste, c'est le résultat de ce calcul. Sinon, si j'en ai pas assez, quelle doit être la mesure de chaque portion? Autrement dit, combien je devrais donner à chacun de mes invités pour que tout le monde reçoive la même chose. D'accord? Donc, je vais être juste envers eux, je vais distribuer la même quantité, mais combien je dois, quelle est la valeur du volume que je dois distribuer entre eux pour que la quantité de départ que j'ai acheté me suffise. Ok, ou autrement dit, je vais dire de manière plus simple, la quantité de départ que j'ai, si je la partage entre tous, combien je dois donner à chacun, tout simplement. Alors, là, il y a un tout petit piège, mais vraiment tout petit, tout gentil, c'est que combien de personnes vous considérez? Alors, 95% vont sauter en disant « Madame, 9 invités. » Il y en a 9. Ah ah, vous êtes sûr? Non. Pourtant, c'est un mot important. C'est un mot, c'est une donnée du texte. Mais le nombre de personnes que vous allez considérer dans cet exercice, c'est pas 9. Parce que si Stella reçoit 9 invités, ça veut dire qu'en gros, il y en a 9 plus 1, plus elle. Donc vous avez au total 10 personnes. Donc quand vous allez faire vos calculs, vous devez considérer les 9 invités plus Stella. Donc 10 personnes. Donc quand elle va partager ses pots de yaourt glacé de 750 ml chacun, ces 2 pots, il va falloir considérer 10 personnes et non 9 personnes. D'accord? Donc ça c'est un petit peu le petit piège. C'est pas un piège, mais souvent on n'y pense pas. On commence l'exercice avec 9 et puis on se complique la vie avec des calculs compliqués. Vous allez voir que si vous considérez 10, les calculs sont beaucoup plus simples. Alors on y va. Ok, alors première partie, vous allez devoir calculer quelle est la portion servie au total. Vous pouvez commencer par la deuxième partie en passant. Mon étape 1 et mon étape 2 sont indépendantes et peuvent être calculées l'un après l'autre ou dans l'autre sens. Donc moi j'ai calculé au début, je me suis dit ok, combien si elle donne à 10 personnes 175 ml, combien elle devra donner à tout le monde? Elle devra donner 175 ml multiplié par 10, ça veut dire multiplié par les 10 personnes auxquelles elle doit donner. Si chaque personne reçoit 175 ml et qu'au total j'ai 10 personnes, donc elle devra distribuer 1750 ml de yaourt glacé en tout. D'accord? Deuxième étape, je cherche la quantité de yaourt glacé qu'elle a
réellement acheté. Ça veut dire que si elle a 10 personnes, elle devra donner 1750 millilitres, mais est-ce qu'elle va en avoir assez? Ben, il faut regarder quelle est la quantité qu'elle a achetée. Donc, elle a acheté 2 pots de yaourt glacé, tels que chacun d'eux contiennent 750 millilitres. Donc, mon calcul est 750 fois 2. La quantité totale de yaourt glacé acheté est de 1500 millilitres. En clair, elle a acheté 1500 millilitres, mais elle devra donner à tout le monde, donc les invités plus elle, 1750 millilitres. Donc, a-t-elle assez de yaourt? On compare. 1500 est plus petit que 1750 millilitres. Donc, n'oubliez pas quand vous faites votre comparaison, il est très important d'avoir les unités. Parce que imaginez que, là je fais une parenthèse, je sors de l'exercice, imaginez que vous n'avez pas la même unité, la comparaison est fausse. Rappelez-vous de mon exemple, quand on disait, si je compare 2 mm avec 1 km. Si vous oubliez les unités, là vous allez dire, oh madame, 2 plus grand que 1, ou 1 plus petit que 2. Oui, c'est vrai, 1 plus petit que 2, mais 1 km, c'est jamais plus petit que 2 mm. Donc, lorsque vous faites une comparaison, très important, en plus du nombre, de mettre l'unité pour vérifier si votre comparaison a du sens. Donc là, on a de la chance, ça veut dire que les deux calculs ont donné une valeur en millilitres, donc on compare des pommes et des pommes. En clair, on compare deux grandeurs ayant la même unité. Donc là, 1500 millilitres, c'est plus petit que 1750 millilitres, donc la quantité achetée n'est pas suffisante, elle n'a pas assez. Ça veut dire quoi? Ça veut dire on revient à la case départ et on se dit, ok, j'ai 10 personnes, puis auxquelles je dois distribuer une certaine quantité de yaourt glacé, et moi, tout ce que j'ai acheté, c'est 1500 millilitres. Donc, je vais devoir partager, distribuer, diviser, ok, là je m'approche du calcul, diviser, partager mon 1500 millilitres entre les 10 personnes, mais attention, de manière égale. Alors d'après vous, quel est le calcul mathématique qui me permet de partager de manière égale quelque chose en fonction du nombre de personnes que je dois, à qui je dois faire? Tout simplement la division. Donc ici, vous avez 1500 millilitres de yaourt glacé qui a été acheté, que je dois diviser, partager de manière égale entre mes 10 personnes, mes 9 invités et Stella. 1500 divisé par 10, vous n'avez même pas à le poser, puisque vous savez, dans 1500, il y a la virgule cachée. Si je divise par 10, ça veut dire je vais vers la gauche. De combien? Divisé par 10, 1, 0. Donc, je saute de 1 rang vers la gauche, ou je décale de 1 rang vers la gauche ma virgule. Donc, la réponse est ici 150,00 ou tout simplement 150 millilitres. Pourquoi? Parce qu'au départ, mon 1500 était en millilitres. D'accord? Donc ici, en finale, si Stella achète 2 pots de yaourt glacé à 750 millilitres chacun et qu'elle veut distribuer de manière équitable les pots de yaourt glacé entre ses invités et elle, il faudra qu'elle donne à chacun 150 millilitres. Donc, réponse finale, par rapport à la première partie de l'exercice, il n'y aura pas assez de yaourt glacé pour tous. Elle devra donc servir des portions de 150 millilitres. Bon, et j'ai rajouté au lieu de 175 millilitres qui était prévu au départ. D'accord? Ici. Donc, elle devra donner 150 millilitres. Ça va? Pas très compliqué. Il faut juste tenir compte que je dois comparer dans le fond la quantité de yaourt qu'elle a acheté par rapport à la quantité totale de yaourt qu'elle va distribuer. Si on sait que pour une personne, c'est 175 millilitres, alors pour 10 personnes, c'est 1750 millilitres. Encore une fois, le tout petit piège ici, c'était de ne pas utiliser le 9 comme nombre total de personnes, mais 9 invités plus Stella, 10 personnes au total. Et à la fin, quand vous vous rendez compte qu'il n'y en a pas assez, faut faire une redistribution. Ça veut dire on revient à la case départ et on se dit, ok, j'en ai 1500 millilitres, je vais les distribuer de manière
équitable entre mes 10 personnes, je fais donc une division. 1500 divisé par 10, vous n'avez même pas à la poser, vous avez juste la flèche, excusez-moi, la virgule cachée qui se déplace de un rang vers la gauche. Donc 1500 divisé par 10, 150 millilitres. Voilà, ça va? Donc on a compris l'esprit un petit peu de l'exercice. C'est important de comprendre la logique derrière chaque question et d'avoir bien compris ce qui nous est demandé, parce qu'une fois que vous avez bien compris, c'est là que se dégage toute la méthode et se dégagent toutes les étapes. Et là, on ne pourra pas se tromper en faisant le calcul, faisant attention aux erreurs de calcul et aux erreurs d'unité. Si vous faites attention à ces deux-là, normalement, il ne devrait pas y avoir de problème. Ok, on continue. Alors, petite seconde que j'arrange un peu tout ça. Ok, ouf, pas besoin. Alors, ici on va faire l'exercice 11. On vous dit, Lucie vend de la limonade pour gagner des sous, donc on gagne se faire un peu d'argent. Elle aimerait amasser 10 $, donc son but c'est d'amasser 10 $ au final. Si elle vend chaque verre de 125 ml à 0,10 $ ou 10 sous, quelle quantité de limonade doit-elle préparer? Donc elle sait ce qu'elle veut comme argent et elle sait combien elle va vendre chaque verre. Et elle connaît le volume de chaque verre. Donc tout ce qu'elle veut savoir, c'est quelle est la quantité totale de limonade qu'elle doit préparer pour pouvoir amasser ces 10 $, sachant que chaque verre qu'elle va vendre, elle va le vendre à 10 sous ou 0,10 $, et chaque verre a un volume de 125 millilitres. Alors comment on fait? On va se demander dans le fond, combien de verres doit-elle vendre pour atteindre ces 10 $? Mais un verre, c'est 10 sous. Donc combien de fois 10 sous je dois vendre, dans le fond, combien de fois 10 sous pour atteindre 10 $? Vous me suivez? Si un verre c'est 10 sous, 0,10 $, combien de verres je dois vendre pour atteindre 10 $? Ce même nombre va me dire combien de fois 125 millilitres je dois préparer pour atteindre mes 10 $, tout simplement. Ça va? On va regarder la résolution. Ok. Désolée, il faut juste toujours un peu arranger pour pouvoir bien voir. Alors on y va. Première étape. Alors on s'est dit quel est le nombre de 10 sous, ou combien de fois 10 sous est nécessaire pour avoir 10 $. Alors le calcul c'est 0,10 fois quelque chose égale 10 $. Ben, c'est quoi? Fois 100. Il me faut 100 fois 10 sous pour obtenir 10 $. Une façon facile de le retrouver sans même rentrer dans le calcul. C'est ce que j'écris ici en remarque. Si vous avez 10 sous, combien il vous faut de 10 sous pour obtenir 1 $? Juste 1. 10, parce que 100 sous, c'est 1 $, oui ou non? Donc quand vous avez 10 sous, ou 0,10 $, c'est la même chose, fois 10, vous avez 1 $. Mais elle ne veut pas 1 $, elle en veut 10. Donc si vous voulez obtenir 10 $, il faut 0,10 $ ou 10 sous, fois 10, ça fait 1 $, fois 10, ça fait 10 $. Donc dans le fond, votre 0,10 $, ou votre 10 sous, vous le multipliez tout simplement par 100. Ça va? Donc c'est une façon facile de retrouver votre 100. C'est de dire que pour avoir 1 $, il me faut 10 fois 10 sous. Mais moi, je ne veux pas 1 $, j'en veux 10 $. Donc, il faut encore multiplier par 10. Donc, je dois multiplier par 100 mon 10 sous pour obtenir 10 $. Autrement dit, pour obtenir 10 $, il lui faut 100 fois 10 sous. Or, un verre, c'est 10 sous. Donc, il lui faudra vendre 100 verres. D'accord?
un verre, c'est 10 sous, mais un verre, c'est 125 millilitres. S'il me faut 110 sous pour avoir 10 $, il me faut 100 verres pour avoir 10 $. Or, un verre, c'est 125 millilitres. Donc, la quantité de limonade, c'est 100 fois 125. Autrement dit, dans l'autre sens, si vous voulez, 125 millilitres multiplié par 100. Puisque un verre, c'est 125 millilitres, je vais multiplier un verre, je vais multiplier 125 millilitres qui correspond à un verre par 100, parce que je devrais vendre 100 verres. En multipliant 125 par 100, je vous rappelle, la virgule cachée, elle est ici. Et là, je déplace de 2 rangs vers la droite et je tire. Donc, j'obtiens ici 12 500 millilitres. D'accord? Si je fais ma conversion, parce qu'on vous demande ici de, regardez, donner la réponse en litres, il faut à ce moment-là prendre un mini tableau de conversion. Écrivez vos 12 500 millilitres, donc l'unité, position de l'unité du nombre dans l'unité de mesure, donc 0, etc. Vous remplissez. Votre virgule cachée est ici. Si vous voulez des litres, il va falloir déplacer vers la gauche, donc diviser par 10, ici, divisé par 10, divisé par 10. Donc dans le fond, je passe de là à là et j'ai divisé par 1000. Donc 12 500 millilitres, c'est en réalité, si ma virgule est ici, 12,500 ou 5. On a dit que les zéros à droite de la partie décimale ne comptent pas, ne changent rien à la valeur du nombre, donc on les enlève pour alléger l'écriture. Donc 12 500 millilitres, c'est égal à 12,5 litres. Elle devra donc préparer 12,5 litres de limonade pour amasser 10 $. Ça va? Donc la seule spécificité ici qu'il fallait tenir compte, c'est que dans le fond, vous avez deux informations liées au verre, l'argent et le volume. Le verre coûte 10 sous et le même verre, a une capacité ou un volume de 125 millilitres. Comme vous savez qu'elle doit amasser 10 $, combien de 10 sous je dois avoir pour atteindre 10 $? Je dois avoir 100. Autrement dit, si un verre c'est 10 sous, je dois avoir 100 verres pour atteindre 10 $. Je dois vendre 100 verres pour atteindre 10 $. Mais un verre c'est 125 millilitres. Donc si je veux vendre 100 verres, je dois vendre 100 fois 125 millilitres. Autrement dit, 12 500 millilitres. On convertit en litres et ça nous donne 12,5 litres. Donc pour amasser 10 $, elle devra préparer 12,5 litres de limonade. Ça va? Si vous l'avez trouvé facile, tant mieux. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les noter. Puis la prochaine fois qu'on se voit sur l'application Zoom, n'hésitez pas à me poser des questions. Ça me fera bien plaisir de vous répondre. Alors, on continue avec le dernier problème, l'exercice 12. Alors, dans l'exercice 12, qu'est-ce qu'on nous dit? Martin l'enchanteur a une boule de 10 cm de diamètre. Le volume de la boule est d'environ 524 cm3. Il la range dans une boîte carrée, autrement dit un cube, de 10 cm d'arête ou 10 cm de côté. L'illusionniste Boudini affirme que la boule occupe presque tout le volume de la boîte, alors que Martin, lui, n'est pas d'accord et il dit que la boule occupe environ la moitié du volume de la boîte. Qui a raison? Donc là encore, on va souligner les mots importants. Alors, on peut souligner que la boule a 10 cm de diamètre, bien que ça va nous aider à comprendre le résultat, mais dans le calcul, ça ne va pas être très important. Mais disons qu'il est important quand même de jeter un coup d'œil, de garder à l'esprit que la boule a 10 cm de diamètre. Donc 10 cm de diamètre pour la boule. Le volume de la boule, encore une fois, environ 524 cm3. La boîte, elle est carrée. C'est important de le noter qu'elle est carrée, donc vous avez un cube. Et
la dimension qui lui est associée, c'est 10 cm d'arête. D'accord? Et puis la question, on va savoir, est-ce que le volume, non, excusez-moi, est-ce que la boule occupe presque tout le volume ou est-ce que la boule occupe la moitié du volume? Et bien, qu'est-ce qu'on doit faire pour le savoir? Sachant que vous connaissez environ, approximativement, le volume de la boule. Alors, est-ce que la boule, elle occupe tout le volume ou la moitié du volume de la boîte? Ben, pour le savoir, il faut calculer le volume de la boîte, tout simplement. Donc, première étape, vous allez devoir calculer le volume de la boîte. C'est logique, je n'imaginerais pas faire autre chose. Ça a du sens. Attendez, on monte un peu. Ça a du sens. Vous avez ici un cube avec une certaine longueur, largeur et hauteur. Et vous savez que votre boule qui est ici, elle a un volume d'environ 524 cm3. Okay? Vous voulez la comparer avec vous voulez comparer le volume de la boule avec le volume de la boîte, puisqu'il y en a un qui dit que la boule occupe presque tout le volume de la boîte, et un autre qui dit que la boule occupe la moitié du volume de la boîte. Donc, dans les deux cas, si on veut être capable de répondre, il faut connaître le volume de la boîte. Alors, volume de la boîte, que j'ai appelé V petit b, B comme boîte bien sûr, c'est égal à longueur fois largeur fois hauteur. Donc, si on regarde le schéma qui est ici, qui est plus joli que le mien, donc longueur fois largeur fois hauteur, c'est 10 fois 10 fois 10, donc 10 fois 10, 100, 100 fois 10, 1000, 1000 cm3. Donc, tout le volume de votre boîte, la capacité entière de votre boîte, c'est 1000 cm3. Alors maintenant, la question est, Boudini lui dit la boule occupe presque tout le volume. Donc si elle occupe presque tout le volume, ça veut dire que le volume de la boule doit être proche de 1000 cm3. Maintenant, Martin lui dit la boule occupe environ la moitié du volume de la boîte. Mais c'est quoi la moitié du volume de la boîte? On le calcule. J'ai mis entre guillemets parce que ce sont les citations du livre des deux personnages. Donc tout le volume, ça revient à dire à peu près 1000 cm3. La moitié du volume, c'est quoi? Ben là, j'ai pas de calcul à faire. Là, j'avais pas de calcul, excusez-moi. Là, j'en ai un. Donc, le volume en question, c'est le volume de la boîte divisé par 2. 1000 divisé par 2, c'est 500. 500 quoi? Centimètres cubes. D'accord? Donc, finalement, qui a raison? Ben, si je considère que le volume de la boule, c'est environ 524 cm3, il suffit de comparer. Est-ce que 524 cm3, c'est proche de 1000 ou de 500? Mais clairement de 500. Surtout que là, on vous dit environ. Donc, on est clairement proche du 500. Donc, finalement, celui qui a raison, c'est celui qui a dit que le volume de la boule, excusez-moi, la boule occupe environ la moitié du volume de la boîte. D'accord? Réponse, Martin a raison. La boule occupe environ la moitié du volume de la boîte. En fait, un peu plus, puisque environ 24 cm3 de plus environ, là, mais c'est à peu près. Donc, on reste quand même dans le fait que 524 cm3 est beaucoup plus proche de 500 cm3 que de 1000 cm3. Ça va? Donc là, il n'y avait vraiment aucune difficulté. Il suffisait tout simplement de calculer le volume de la boîte. La boîte est une forme cubique, donc il fallait tout simplement appliquer directement la formule du volume, longueur fois largeur fois hauteur, sachant que dans un cube, les trois dimensions sont égales, d'accord? Longueur égale largeur égale hauteur. Vous multipliez par 10, 10 fois 10 fois 10, et vous obtenez le volume de la boîte. Et ensuite, il fallait comparer avec l'affirmation de chacun. Celui qui a dit que la boule occupe presque tout le volume, j'ai pas réécrit, mais j'ai mis ici tout le volume, c'est comme si la boule, elle était proche de 1000 cm3. Celui qui a dit que la boule occupe la moitié du volume de la boîte, ben, on vérifie. Volume de la boîte divisé par 2, ça vous donne environ 500 cm3. Et vous comparez. Alors, d'après vous, le volume de la boule est plus proche du 1000 ou du 500? Ben, définitivement du 500 cm3. Puisque on vous dit dans le texte que c'est environ 524 cm3. Donc, c'est Martin qui a raison. C'est bon?
Parfait. Ben écoutez, ça vient conclure ici notre chapitre sur le volume, le calcul volume, capacité, etc. Donc c'était intensif quand même cette semaine. J'essaie de faire avec vous le plus d'exercices pour vous alléger en termes d'exercices quand même un petit peu. Et aussi ça me permettait surtout d'illustrer le cours quand je trouvais qu'il n'y a pas assez d'exemples. Donc je trouve que les derniers exercices, c'est-à-dire 9, 10, 11, 12, sont de bons exercices dans le sens que là vraiment ces exercices-là quand même, comment dire, et vous poussez à réfléchir, d'accord? C'était pas évident, comme par exemple je trouvais que les exercices 6 et 7, page 113, étaient trop simples, vraiment simples, il n'y avait aucune difficulté, je dirais même presque aucune réflexion. 6 et 7 étaient très faciles. Le 5, c'est bon parce que c'est une application directe. Les autres, je les avais fait moi-même en guise d'exemple. Donc là, je pense qu'il est très important d'avoir bien compris les exercices de 9 jusqu'à 12 et bien sûr être capable de reconnaître les capacités de mesure, pas capacités de mesure, excusez-moi, j'ai perdu mes termes, connaître la, mince alors j'ai oublié le terme, connaître le, je perds mes mots, c'est la fatigue. Alors quand, mince, je trouve plus mes termes. Approximation, voilà, cherchez le mot. Vous êtes incapable d'approximer les volumes des objets et déterminer leur unité. Alors que ce soit dans l'exercice où on a vu des centimètres cubes, des mètres cubes, ou ce soit dans l'exercice où on a vu des litres ou des millilitres, d'accord? Donc ça c'est bon à savoir, de sorte que disons que même dans un problème, ça vous permet d'être critique par rapport à votre résultat. Si vous trouvez une brique de lait qui fait 1 centimètre cube, à la fin, il faut vous poser des questions, d'accord? Ou 1 millilitre, c'est pas possible qu'une brique de lait fasse 1 millilitre de volume. Donc c'est bon parce que ça permet dans les problèmes d'être critique par rapport à ses propres résultats, d'accord? Donc voilà. Ça termine là, la section 19. J'espère que vous avez bien compris. Si vous avez des questions, si vous avez des remarques ou des hésitations, n'hésitez pas. Notez-les sur une feuille pour ne pas les oublier, puis posez-moi toutes vos questions au moment où on se revoit dans la séance Zoom. Voilà. Alors portez-vous bien, on est vendredi, donc la correction des exercices. Et je vous souhaite une belle fin de semaine, Inch'Allah. Et portez-vous bien et à très bientôt. Salam alaikum.